Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver avec aujourd'hui pour commenter l'actualité Alexis Poulain. Bonjour Alexis, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes également éditorialiste politique sur Sud Radio tous les mercredis matins. Bientôt les vacances quand même Alexis. Presque. Vous arrêtez ou pas? Non, je vais continuer. Bah non, compte tenu de tout ce qui se passe, on va pas prendre de vacances en juillet. Non, il risque de se passer d'autres choses. Pascal Bataille, bonjour, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour Pascal. Bonjour à vous, bonjour à tous. Oui, vous aussi, vous travaillez parce que je crois savoir que vous enregistrez quelques émissions pour la rentrée pour C8. Hein. Vous êtes très bien informé. Effectivement, le retour de Y'a que la vérité qui compte sur C8 à la rentrée. Absolument. Et Michel Taube, lui, ne s'arrête jamais non plus, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour à vous. Bonjour. À vous. Alors, toujours évidemment des sujets qui tournent autour des émeutes. Ce matin, la petite phrase de Bruno Retailleau, y a-t-il une régression vers les origines ethniques de la part des émeutiers? Y a-t-il un déni de la part du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quand il dit que 10% des émeutiers étaient des étrangers et qu'il y avait des Kevin et des Matteo, plus de Kevin et de Matteo dans les interpellés que d'étrangers. Sujet évidemment délicat, compliqué à traiter, qui renvoie à la question de l'immigration et de l'intégration. On va revenir également sur les flyers d'Éric Dupond-Moretti. Les flyers, ce sont, en bon français, ce sont des dépliants, des petits tracts pour informer les parents des mineurs qui ont été arrêtés de leurs devoirs et des peines encourues. Et je sais qu'Olivier Marleix a fait référence à Maurice Berger, j'y avais fait référence lundi, pédopsychiatre qui a travaillé auprès d'enfants délinquants difficiles et qui dit qu'en 40 ans, il n'a jamais vu la loi appliquée sur les parents défaillants. Donc on se berce de mots en ce moment. Bref, beaucoup de sujets. Ce matin, l'exécutif qui veut pouvoir couper les réseaux sociaux en cas de crise. Je crois que c'est ce qui vous a fait réagir, Alexis Poulain. On va commencer avec vous, notre tour de table des réactions de vos coups de cœur. Alors peut-être non, on va attendre parce que j'ai vu qu'il y avait des coups de cœur qui étaient un peu différents. Donc on va parler des réseaux sociaux un petit peu tout à l'heure. Michel, vous, c'est un coup de cœur complètement dans l'actualité, mais pas politique. Alors, c'est pas politique, mais en fait, c'est très politique. Oui, c'est pour saluer le Tour de France, qui est un événement national et un événement mondial. Et en fait, je voulais le saluer pour deux raisons. D'abord, parce que de voir les images du Tour de France tous les jours pendant 3 semaines, c'est vraiment la preuve que c'est l'un des plus beaux. On va pas dire que c'est le plus beau pays du monde, mais c'est l'un des plus beaux pays du monde. Et je pense que il y a une phrase, alors je sais plus de qui elle est, mais qui dit la France est un paradis dont les habitants pensent vivre en enfer. Et c'est vrai que lorsque vous voyez ces très belles images tout au long de ces 3 semaines, c'est vraiment un pays extraordinaire. Mais ce sur quoi surtout je voulais insister, c'est que le Tour de France, c'est un événement mondial qui est retransmis dans le monde entier. Et c'est vrai que lorsque vous aviez eu l'année dernière les échauffourées au Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions, lorsque vous avez vu la semaine dernière la France en feu, ou en tous les cas dans des centaines d'endroits de notre pays, ce qui a eu des retentissements dans le monde entier, puisqu'il y a eu de très nombreuses annulations de réservations touristiques dans les jours qui ont suivi, le Tour de France rend un très grand service, en fait, dans le but de rehausser l'image de la France et suscite en fait tous les ans une adhésion très forte, non seulement des Français, mais du monde entier à ce beau pays qu'est la France. Et donc, véritablement, non seulement c'est une institution, non seulement c'est un événement sportif, mais en fait, voilà, le Tour de France remplit, j'ai envie de dire, une fonction d'utilité publique que j'espère les Français vont respecter tout au long de ces 3 semaines et qu'il n'y aura pas d'échauffourées et d'empêchement des coureurs de, voilà. Mais je voulais vraiment insister là-dessus parce que je pense qu'il y a une dimension, je sais que on va parler d'un autre événement international dans un instant, mais voilà, je voulais insister là-dessus. Non, mais puis bon, Sud Radio suit évidemment le Tour de France, vous l'avez entendu dans les différentes éditions, et c'est Sylvain Tesson qui a parlé de ce pays, des Français qui croient vivre en enfer alors qu'ils sont au paradis. Pascal, c'est un coup de cœur également en marge de l'actualité politique. Également, mais comme le Tour de France, je pense que
c'est également, ça a également une portée politique, et je vais faire un relais, si je puis dire, pour prendre la métaphore cycliste avec ce que vient de dire Michel, et je vais parler moi de culture, parce que je pense que la France est aussi dans ce domaine un pays qui n'a rien à envier aux autres, bien au contraire, on le sait. Et c'était hier l'ouverture du Festival d'Avignon, qui est lui aussi un événement international, hein. C'est l'un des principaux festivals de théâtre dans le monde aujourd'hui, créé en 1947 par Jean Vilar, qui réunit pendant un mois jusqu'au 26 juillet des centaines de milliers d'amoureux du spectacle vivant et du théâtre, que ce soit dans le IN. Vous le savez, c'est le festival officiel où il y a une quarantaine de spectacles sélectionnés, magnifiques, des créations souvent très originales. Et puis aussi, il y a ce festival off où plus de 1000 compagnies investissent comme ça à Avignon, qui devient une sorte de ville-théâtre pour se produire des spectacles toute la journée. Ça démarre à 9h le matin jusqu'à 11h, 23h le soir. Et il y en a pour tous les goûts, pour toutes les générations. J'ai la chance de produire un petit spectacle pour enfants à Avignon, mon petit spectacle Pimpon et les petits monstres dont je vous ai déjà parlé. Oui, je ne suis pas là pour faire de la pub, je suis là pour dire que ce festival qui rassemble à la fois des Français de toutes les régions, mais aussi plein d'étrangers qui y viennent, eh bien, c'est un moyen pour les Français de montrer aussi leur puissance créative, leur originalité, et aussi de se réunir autour de quelque chose qui est profondément pacifique, qui aussi a un mode d'expression bien différent de la violence, et qui permet de faire passer plein de messages également, des messages politiques, des messages d'amour, des messages de tolérance, de paix, etc. C'est le théâtre, et le théâtre, il faut continuer à le soutenir, parce que vous savez qu'il est en souffrance. Malheureusement, c'est de plus en plus difficile pour les troupes, pour les théâtres de financer les productions, et il faut que les Français continuent à sortir, malgré effectivement cette tentation qu'on peut avoir à rester de plus en plus chez soi, sur les réseaux sociaux, et en craignant certains désordres auxquels on assiste aujourd'hui. Alexis, vous êtes produit à Avignon, si je ne m'abuse. Mais oui, c'était en 2020, L'homme qui tue Muammar Kadhafi, un spectacle documentaire qui a pas mal tourné, et ouais, c'est assez fort, surtout quand on a un spectacle à proposer à Avignon. C'était la première fois pour moi, donc jouer tous les jours devant un public, remplir la salle, c'est un exercice particulier. Et l'ambiance est assez incroyable dans la ville, et c'est vrai ça ouvre un peu la curiosité à voir plein de choses, et pas seulement de France, hein. C'est vraiment un beau moment. Alors, on va marquer une petite pause, 9h13 sur Sud Radio, et on se retrouve dans un instant, Alexis, avec vous et votre coup de gueule. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec Michel Taube, Pascal Bataille et Alexis Poulain. Alors Alexis, vous aviez un coup de gueule sur la fortune des ultra-riches. Pas que, c'est-à-dire que la fortune des ultra-riches augmente très bien, on peut dire c'est l'économie, c'est formidable. Là, elle a plus que doublé sous Emmanuel Macron, et c'est même pas 500 petites familles qui captent la plupart de ces richesses. Mais je voulais mettre ça en parallèle avec l'effondrement de la consommation des biens alimentaires des ménages depuis le début de l'année, en fait. On n'a jamais vu ça, en fait, depuis 2022. Alors que c'est une courbe qui ne faisait que monter depuis 1980, eh bien, elle tombe, mais de manière assez impressionnante, comme un avion en chute libre, tandis que la fortune des plus riches augmente. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'on est dans un moment de contraction terrible où les inégalités explosent, et c'est encore une fois quelque chose qui va être mis très loin. On va parler bien sûr des émeutes ce matin, j'imagine, des révoltes. C'est des révoltes de la faim aussi. C'est des gens qui sont allés dans des magasins low cost, franchement, Alexis, des types Aldi, etc. Non, franchement, Alexis, pas filmer, voler de la bouffe. Alexis, tu es porte-parole des Insoumis, là. Je ne suis pas porte-parole des Insoumis. Je regarde les courbes et je parle de la branche. Là, je vous dis que quand l'économie... Non, laissez-moi finir. C'est pas... Je ne cautionne aucune des violences qu'on a vues ces derniers jours. Je dis simplement
que quand vous avez de telles inégalités, un tel écart qui est en train de se creuser, et aucune politique réelle de redistribution ou, au minima, de contrôle des prix pour ce qui est de l'inflation, ça ne peut pas bien se passer. Voilà, tout simplement. Et ça ne se passe pas bien, d'ailleurs. On le voit. Alors après, vous pouvez dire qu'effectivement, il y a les pillages, ce que vous voulez, mais ces courbes-là font froid dans le dos. Quand vous les regardez, c'est un pays qui est en train de faire exploser les inégalités et qui, derrière, remet la responsabilité finalement sur des gens qui sont en train de se précariser. Le chômeur, la personne au RSA, la personne qui a déjà du mal à trouver un travail. Et c'est eux qui vont être finalement montrés du doigt comme les responsables de ce problème. Si l'économie fonctionnait, l'économie réelle, on aurait un transfert de valeur, on aurait des salaires qui sont augmentés et on aurait sans doute davantage d'emplois. Aujourd'hui, on a une captation financière de la richesse créée et ça, c'est un vrai et important problème, surtout si vous le liez avec l'inflation et la baisse de consommation des ménages. Oui, mais enfin, vous liez les deux, vous liez les émeutes, enfin les pillages. Vous dites les gens sont allés voler pour manger. Certains oui. Certains, mais et ce ne sont pas forcément filmés. Certains. Non, mais on meurt pas de la faim, on meurt pas de la faim. Je dis pas qu'on meurt de la faim. Par contre, on achète. Non, mais Alexis, ce que vous dites serait vrai si on était dans un pays où effectivement il n'y avait pas ce matelas social considérable qu'offre notre pays à toutes les personnes qui justement ont de grandes difficultés. Oui, il y a des inégalités sociales dans notre pays, comme il y en a dans le monde entier, mais en même temps, ce système complètement apocalyptique que vous nous décrivez a aussi contribué à réduire la très grande pauvreté dans le monde entier. Oui. Et c'est tout ce que je trouve profondément démagogique, mais c'est pas démago. Non, c'est même pas les émeutes, c'est la mise en relation de ce que certains s'enrichissent à l'excès et de ce que soi-disant les plus pauvres s'appauvrisseraient. C'est pas soi-disant, Michel. Faire le lien, c'est de la démagogie. Dans le challenge, c'est pas soi-disant. À un moment, il faut arrêter. Avec d'un côté, on a des faits, et de l'autre côté, on aurait des ragots. Vous avez non, mais Alexis, attendez, parlez pas tous en même temps. Non, mais ceux qui défendent ce discours, d'ailleurs, très à droite, souvent très à droite, et Marine Le Pen, d'ailleurs, en a été, à mon avis, dans son programme politique de 2022, une des l'égérie principale, prône en fait une véritable économie dirigée. Une économie où l'État va être encore plus à la manœuvre pour soi-disant contrôler les prix, les salaires, etc. Et ça nous emmènera encore plus vers encore plus de pauvreté et de difficultés dans un monde de liberté, malgré des... Mais il n'y a pas, Michel, c'est là où je veux en venir. Mais cette mise en relation, elle est profondément... Je ne suis pas un amoureux de l'État et des impôts, loin de là. Je pense qu'on est surtaxé. Vous n'avez pas contrôle des prix très mal. Laissez de terminer, Michel. Laissez parler Alexis. Je dis simplement que si les responsables politiques sont à ce point aveugles sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une brésilianisation de la France, on va avoir des très très riches qui vont être protégés dans des ghettos et des très très pauvres qui vont être dans des bidonvilles. Ça, c'est peut-être ce qu'on voit se dessiner. Parce que derrière, vous n'avez pas de solution. Tout ce qu'on voit ces derniers jours et sur les plateaux et à la radio, c'est on va reconstruire, on va remettre de l'argent dans des trucs qui viennent d'être cramés, même si ça marche pas parce qu'on sait pas faire autre chose. La réalité, c'est que économiquement, socialement aussi, c'est comment vous faites une société qui tient quand vous avez d'un côté une sécession des ultra riches et une sécession des ultra pauvres. C'est pas forcément une révolution, mais c'est un pays qui va pas bien. Et ça, c'est des courbes, c'est des faits, c'est économique, c'est pas du tout politique. On est d'accord. Moi, c'est le lien que vous faites avec les émeutes. Ce que vous dites est juste sur la répartition des richesses et sur les ultra pauvres, parce que effectivement les gens des Restos du Cœur et autres associations expliquent qu'ils ont de plus en plus de femmes qui travaillent seules, qui élèvent des enfants qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc c'est une réalité. Maintenant, dire que les pillages ont été faits pour se nourrir, il y a peut-être non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous avez certains de personnes dans ce piège et qui se sont pas filmés. Mais quand vous allez dans les supermarchés low cost, etc., c'est pas pour voler des Nike. Non, mais ça a été aussi pour... Enfin bref, on va pas... Pascal, un mot sur ce que vient de dire Alexis. Je suis effectivement assez d'accord avec le sens de ce que dit Alexis, parce que j'ai pas le sentiment qu'il voulait lier les émeutes à ce phénomène, et on peut pas
Enfin, je veux dire, ne pas reconnaître aujourd'hui que dans notre pays, même si on est un des pays les plus privilégiés au monde, et Michel a raison là-dessus, mais il n'empêche, il ne faut pas regarder ce qui se passe plus mal, il faut regarder là où ça pourrait être mieux. C'est comme ça qu'on va dans le sens du progrès. Et dans notre pays, les injustices et les inégalités ne font que se creuser davantage chaque jour. Et on est aussi dans un monde où le symbole est de plus en plus important parce que on a une communication et des moyens de communication de plus en plus faciles, de plus en plus évidents, et que effectivement chaque symbole il a une répercussion bien plus grande qu'avant. Quand on voit aujourd'hui effectivement l'insolente richesse de certains qui ne cessent de croître alors que les autres sont dans des difficultés de plus en plus importantes, effectivement des symboles comme l'impôt sur la suppression de l'impôt sur la fortune, c'est des mauvais signes. C'est des mauvais signes, même si c'est pas ça qui va résoudre en lui-même le problème de la pauvreté, mais c'est des symboles qui sont mauvais. Et donner à certains des émeutiers des excuses comme celle-là, eh bien effectivement, c'est nourrir un ferment de révolte qui après est utilisé par d'autres, malheureusement, pour commettre des exactions, commettre des méfaits et commettre des crimes, tout simplement. Mais il ne faut pas non plus se cacher derrière le fait que dans la majorité de ces émeutiers sont juste des casseurs et des voyous, sur le fait que ça n'exprime pas, au fond, derrière, un profond malaise, profonde injustice, un profond sentiment d'injustice, et nier ça, eh bien, c'est s'aveugler, c'est, je pense, ne faire qu'augmenter le problème au fil des mois et des années dans notre pays. Et juste une remarque de sémantique. Moi, je peux pas laisser dire que nos quartiers sont des bidonvilles ou sont en train de devenir des bidonvilles. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Mais c'est un horizon. Mais pas du tout, et c'est pas du tout l'horizon que propose la France, où il y a des plans d'investissement depuis des décennies dans ces quartiers. Un jeune de ces quartiers qui veut réussir, il peut trouver les moyens de réussir, d'obtenir une formation, de faire des études. Il y a tous les jours des milliers de preuves de jeunes issus des banlieues qui ont réussi et qui se sont battus pour réussir. Donc ne disons pas qu'il y a soit des ghettos, soit pire des bidonvilles dans notre pays. Ça n'est pas vrai. Il y en avait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Il y en avait. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de bidonville en France. On va clore ce sujet et de toute façon on reste malgré tout sur les discriminations, sur sur ce qui peut se passer effectivement dans les banlieues. On va revenir sur cette polémique, deux polémiques. Gérald Darmanin, je vous le disais en préambule, affirmait que 10% des émeutiers étaient étrangers. On va l'écouter, puis on va écouter cette sénatrice qui a également fait beaucoup réagir hier en évoquant justement qui étaient ces Français. Écoutez. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que oui, vous allez me dire, la plupart des gens qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ils sont comment français? Et moi, ça m'interroge. Donc, je voudrais savoir quand même si, un jour, afin que nous puissions y travailler, nous allons pouvoir connaître quels sont ces enfants issus de l'immigration, pour lesquels probablement des choses ont été ratées, puisqu'ils ne se considèrent pas comme français, puisqu'ils ont une haine de la France que moi, élu, malheureusement depuis quelques années, je n'ai jamais ressenti comme je le ressens aujourd'hui, cette haine de la France. Voilà, cette haine de la France. Juste une chose, des gens vous reprennent Michel Taube sur les bidonvilles. Gilles dit, il n'y a pas de bidonville qu'il aille voir au-dessus du périph' parisien. Ce ne sont pas, ça, ce sont des, c'est pas, là on parle de bidonvilles, mais ce sont pas des quartiers d'habitation, ce sont des migrants, ce sont des, bien sûr qu'il y a des bidonvilles. Ça je suis d'accord, il y a des camps notamment de migrants, principalement de migrants, qui n'ont pas de, voilà, mais ceux qui ont mis le feu à nos mairies, à nos crèches, ne vivent pas dans des bidonvilles. On ferme cette parenthèse. Donc ça, vous avez entendu donc cette sénatrice, Madame Eustache Brino, pardon, qui justement qui posait cette question sur les Français. Et puis écoutez Bruno Retailleau qui va dans le même sens. Quand j'entends Gérald Darmanin hier à l'Assemblée nationale dire qu'il n'y a pas de lien entre ces événements et l'immigration, bien sûr que si. Mais 90% des émeutes. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Et j'ai questionné de nombreux maires. Tous vous disent que c'est dans les quartiers justement où il y a des ghettos migratoires. Certes, ce sont des Français.
mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Et vous voyez bien quand elles sont lointaines. C'est ça qui doit nous questionner. Alors, réaction à ce que vous venez d'entendre de part et d'autre, donc de la sénatrice et de Bruno Retailleau, avec cette question qui est posée ce matin. Est-ce qu'il y a un déni de la part de Gérald Darmanin et du gouvernement qui refuse le lien entre immigration, intégration et délinquance? Alexis Poulain. Le déni, on l'a eu au Stade de France, quand les supporters anglais ont été montrés du doigt immédiatement par le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'ils soient encore ministre de l'Intérieur après un tel fiasco qui a provoqué quasiment une crise diplomatique entre la France et la Grande-Bretagne. Donc c'est exactement la même logique qui est à la manœuvre, le déni. Parce que qu'est-ce que ça montre? Ça montre la faillite en fait des politiques de droite, de gauche, de qui vous voulez, de ces dernières années. Surtout Gérald Darmanin qui se targue d'être cet homme des quartiers populaires du Nord, etc. On voit bien qu'on est loin du compte. Ça n'excuse pas le caractère raciste de ses propos, parce que français comment? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est ce genre de phrases qui, je pense, font que vous avez ces Français comment qui se disent mais comment je suis traité en tant que Français moi? Pourquoi j'ai pas les mêmes droits qu'un Français qui serait pas justement bronzé ou qui serait pas habillé comme ci, comme ça, etc. Et ce Français comment? Il porte une vraie vision raciste de la société. Je suis désolé. Et c'est ça qui est terrible, c'est de voir la façon dont tout s'est décomplexé ces derniers jours, que ce soit Retailleau également, etc., pour dire, allez, on va mettre les pieds dans le plat, et puis on va assumer notre racisme. C'est pas ça, la République. Je crois que ces derniers jours, on voit l'effondrement de toutes les valeurs républicaines, que ce soit celle de la liberté, que ce soit celle de l'égalité, de la fraternité, n'en parlons pas, mais surtout, on voit en parallèle de ces déclarations totalement choquantes, des lois qui sont en train de se mettre en place sur la censure des réseaux sociaux, sur l'écoute des téléphones à distance, des lois qui sont en train de totalement nous faire sortir du cadre démocratique. On entre dans un régime autoritaire, illibéral, avec en plus la parole raciste décomplexée. Moi, je suis désolé, ça me rappelle une certaine période sombre de l'histoire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il ne faut pas comparer, bien sûr, mais ça pue vraiment en France en ce moment. Alors on va y revenir parce que évidemment il y a le contrepoint qui vous répond que on a entendu 1, 2, 3 Viva Algéria, nique la France, oui. et autres slogans qui n'étaient pas forcément non plus des slogans très respectueux de la République. Ni de la France. On va y revenir. Il y a le pendant de l'autre côté. Vous savez qu'au Maroc, vous avez des émeutes racistes contre les personnes noires. On y va. On revient. C'est la pub. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble avec Michel Taube, Pascal Bataille et Alexis Poulain. Alors Pascal Bataille, peut-être réagir donc à ces deux phrases, celle de Bruno Retailleau et celle donc de la sénatrice Eustache-Brinio, qui évoque des Français. Quel Français? Alexis Poulain nous disait c'est profondément raciste. Qu'est-ce que vous en pensez? Plusieurs choses. D'abord, je voulais saluer pour une fois, et c'est rare de ma part, Gérald Darmanin, dans le fait que au lieu de jeter de l'huile sur le feu comme il a souvent l'habitude de le faire, pour une fois effectivement il a parlé des Mathéo et des Kevin qui font aussi partie de ces légions d'émeutiers et donc des prénoms d'origine bien franco-française, on va dire, pour rejoindre un langage que je n'aime pas, et dire aussi que effectivement ces jeunes émeutiers ne sont pas tous, loin s'en faut, issus de l'immigration. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je pense que dans notre pays, on est en ce moment victime d'une maladie terrible qui est que on ne peut plus dire quoi que ce soit sans que les propos soient déformés dans un sens ou dans un autre et par un camp ou par un autre. Quand Bruno Retailleau, pour lequel j'ai pas une admiration infinie en soi, mais dit retour vers les origines ethniques, en l'occurrence, même si à première vue comme ça le propos peut me choquer, quand j'y réfléchis un petit peu, et je pense que ça mériterait de plus en plus qu'on prenne le temps de réfléchir avant de réagir et de tweeter dans la seconde sur chaque déclaration de quiconque, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'effectivement une partie des jeunes issus de l'immigration, et c'est indéniable et il faut savoir le dire,
même si c'est, à mon avis, une minorité, mais une partie des jeunes issus de l'immigration, aujourd'hui, eh bien, rompt avec l'intégration, l'assimilation qui avait été plutôt réussie à la génération de leurs parents et de leurs grands-parents, et retourne effectivement. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes raisons pour ça? Peut-être. En tout cas, c'est pas 100% de leur faute. Il y a certainement aussi des fautes de la France, des fautes de notre société et de la façon dont on ne sait plus les accueillir et les intégrer. Mais en tout cas, il y a un mouvement effectivement de la part de certains de ces jeunes à revendiquer leurs origines ethniques, leurs origines le pays d'origine de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. D'où c'est par exemple c'est vive l'Algérie au lieu de vive la France qu'on aimerait entendre. Il faut savoir le dire, il faut savoir le reconnaître. Il faut aussi savoir dire que ce n'est pas la majorité d'entre eux. Il faut aussi savoir dire que la majorité des jeunes aujourd'hui issus de l'immigration est très heureusement intégrés, fait des choses formidables, que parmi ces jeunes, il y a des jeunes qui participent énormément au développement économique, au développement scientifique, au développement technologique de notre pays. Donc, mais si on n'est pas capable d'entendre quelqu'un qui dit effectivement attention, il y a une dérive de certains de ces jeunes et on l'accuse tout de suite de racisme, eh bien, on n'est plus capable de réfléchir dans notre pays parce qu'on ne fonctionne plus que par anathème et que par grande caricature comme ça qui empêche la réflexion et qui empêche l'évolution. Donc attention, voilà, je pense que le problème aujourd'hui n'est pas de dire ou le vilain Bruno Retailleau ou la vilaine sénatrice dont le nom m'échappe, pardonnez-moi. C'est pas ça le sujet, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a peut-être de sensé dans ce qu'ils disent et comment effectivement ne pas généraliser cette phrase et dire ça concerne une partie de cette population jeune issue de l'immigration. C'est ces jeunes-là sur lesquels il faut concentrer aujourd'hui nos efforts, à la fois en répression quand il le faut, et à la fois aussi en effort d'intégration encore plus important et en main tendue encore plus importante, parce qu'au moins on ne pourra pas se reprocher de ne pas avoir tendu cette main pour essayer de les ramener vers nous, puisqu'en ce moment on voit bien qu'ils s'éloignent de la France. Alors qu'ils sont français. Michel Taube. Plusieurs choses. D'abord, Bruno Retailleau, il a apporté quelques précisions à ses propos, précisions que je partage totalement. Il dit en fait que la France, c'est une promesse de dépassement de ses origines, des origines de chacun. Et il dit que pour beaucoup de jeunes issus de l'immigration, il y a un refus de cette promesse et un retour, je le cite, à des attachements ethniques ou nationaux extérieurs à la France. Et là-dessus, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, il a totalement raison. Ensuite, moi, ce sur quoi je voudrais insister, il y a une hypocrisie française. Il y a une hypocrisie française. Il y a une hypocrisie française parce que d'abord, au nom d'un citoyen universel français, on n'a pas voulu voir pendant des décennies que la diversité de la population s'était considérablement accrue. Et c'est vrai que en France, il n'y a pas de statistiques ethniques. En Allemagne, par exemple, chaque citoyen peut déclarer, enfin même déclare, notamment pour des raisons fiscales, pour qu'une partie de ses impôts soit reversée à des cultes, sa religion. En France, ça n'est pas possible. Donc, il n'y a pas de statistiques ethniques en France, de sorte qu'on ne connaît pas finalement, officiellement, la population française. La deuxième chose, c'est que des Mathéo et des Kevin, la réalité, c'est qu'ils sont minoritaires dans les quartiers qui ont flambé ces derniers jours. Ils sont minoritaires. C'est pas une injure que de le dire, mais la réalité, c'est que ces quartiers qui étaient beaucoup plus divers et variés dans leur composition sociologique et culturelle il y a 20 ans, 50 ans, 60 ans, sont devenus en fait des ghettos, notamment ethniques, où les Français d'origine africaine sont très majoritaires. Très majoritaire. Ça n'est pas une injure que de le dire, c'est une réalité sociologique de nos quartiers. Donc moi j'ai un doute sur les condamnations qui pleuvent actuellement, parce que les condamnations pénales qui pleuvent portent quand même surtout sur des pillards qui, dans les centres-villes, sont allés se servir dans des boutiques qui avaient déjà été incendiées. Mais ceux qui ont déclenché le mouvement, ceux qui s'en sont pris à des crèches, aux écoles, aux mairies annexes, aux écoles, etc., eux, à ma connaissance, ils n'ont pas été arrêtés et jugés. Il n'y a pas eu de condamnation pour dégâts sur des écoles, etc. Mais ceux-là, je pense que ce n'est pas une injure de dire qu'il s'appelle peut-être plus Mohamed que Kevin, parce que en fait, dans ces quartiers-là, ils sont devenus
Vous êtes en train de dire que la police fait de la discrimination Non, positive. mais je ne dis pas pour les accuser d'être responsables au nom de leurs origines, d'avoir commis ces actes. C'est que dans nos quartiers populaires, ce sont devenus des ghettos ethniques. Et c'est pas la faute uniquement de leurs habitants. C'est la faute aussi de tout un maillage social qui n'a pas été réussi dans notre pays. Et dernière chose, moi, ce que je regrette, je vois ce que dit Pascal, c'est que ce qui est dramatique, c'est qu'on ne puisse pas parler de ces sujets sans c'est compliqué. être accusé de racisme d'un côté ou de l'autre. C'est pas normal. On doit pouvoir en parler librement sans essuyer des anathèmes. Et dernière chose, les principaux vecteurs de ces discours identitaires, c'est l'extrême gauche. Quand vous entendez Madame Panot qui n'arrête pas de dire c'est un Arabe qui a été tué par la police, conviction très largement partagée dans toute l'Afrique. On n'imagine même pas les dégâts que ça provoquait en Afrique. En Afrique, sur les réseaux sociaux, il y a une conviction très forte qui s'est imposée que la police a tué un Arabe. C'est ça le discours qui s'est imposé. Et les relais de ça, c'est l'extrême gauche en France et c'est inadmissible. Mais c'est le discours aussi, c'est ce qu'on dit depuis le début sur cette triste affaire, sur la radicalisation des propos d'un côté comme de l'autre, avec très peu de nuances et la difficulté de dire les choses où on marche effectivement sur des œufs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un discours victimaire qui émane, ce que vous disiez, de l'extrême gauche. Quand j'entends les policiers parlent mal aux jeunes, mais enfin, quand on voit aussi la manière dont ces jeunes parfois se comportent avec les policiers, on n'a qu'un côté des choses. Je cherche pas à excuser ni ce qui peut se passer, ni comme partout il y a des policiers certainement qui ne sont pas dans le comportement qu'ils devraient avoir, mais enfin on peut pas faire de la police. Et d'ailleurs il y a un sondage ce matin assez intéressant qui dit que 77% des Français soutiennent la police et respectent la police. Quand on regarde dans le détail, 1% des électeurs de la France insoumise respectent la police. Donc il y a ce discours-là qui infuse aussi, qui infuse et qui est très très caricatural. Petite pause et on se retrouve. Oh, oui, Pascal. Non, juste pour dire qu'il faut savoir réintroduire de la nuance et dire qu'il y a des policiers qui sont effectivement des délinquants, des racistes, n'est pas dire que la police est délinquante et raciste. C'est une minorité des policiers, comme c'est pas non plus, et heureusement, la majorité de la population immigrée qui cause des problèmes en France. Donc introduisons la nuance et je pense qu'on avancera davantage. On se retrouve dans un petit instant, on va parler, vous vouliez évoquer ce sujet Alexis Poulain, du fait de couper les réseaux sociaux en cas de troubles à l'ordre public. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avant de parler des réseaux sociaux, une réaction d'un de nos auditeurs, Xavier, qui dit « Bonjour, vos chroniqueurs nous prennent pour des jambons. Les émeutiers français ont des origines de l'immigration et à Perpignan, au quartier Clodion, à majorité musulmane, une camionnette qui brûlait portait l'inscription « Nique la France et la police ». Discours de bisounours de Gérald Darmanin. Voilà, c'est un commentaire parmi d'autres. Alexis, vous vouliez évoquer ce qu'a dit le président de la République, à savoir, en cas de crise, il n'exclut pas de couper les réseaux sociaux qui sont accusés de diffuser des messages appelant à l'émeute et à la rébellion. Ça va rejoindre votre discours d'un État totalitaire qui vise à nous couper de toutes nos libertés. Vous savez, oui, c'est pas que tous les voyants sont rouges depuis 2020, mais d'ailleurs, Olivier Véran a repris les mots du président de la République en disant que oui, c'était quelque chose qui était sur la table en tant que porte-parole. Je rappelle simplement les pays qui ont coupé l'accès aux réseaux sociaux ou carrément à Internet depuis 2020 lors d'émeutes. C'est le Sénégal, c'est la Mauritanie, le Pakistan, le Kazakhstan, l'Iran, le Soudan, la Sierra Leone, le Suriname, Cuba, l'Inde, la Colombie et le Myanmar. Voilà. Donc c'est effectivement... l'Inde, c'est une grande démocratie, l'Inde. Oui, l'Inde, c'est une grande démocratie, absolument. D'ailleurs, ils ont leurs propres réseaux sociaux. Donc c'est dire comment ils font attention à ça pour éviter justement toute ingérence et le Premier ministre et les troupes indiennes seront sur les Champs-Élysées la semaine prochaine. Absolument, formidable. Mais bon, laissez Alexis terminer sa démonstration. Notre soi-disant démocratie libérale, qui a été le pays de la Déclaration des droits de l'homme, où la devise est liberté, égalité, fraternité. Quand on passe son temps systématiquement à faire des lois qui sont là pour rogner les libertés, maintenant une loi pour essayer d'écouter potentiellement des lanceurs d'alerte à distance en allumant caméra et micro des téléphones,
quand on en est à systématiquement contraindre, obliger, empêcher, faire en sorte que la communication, l'information ne soit plus libre, j'ai un vrai problème avec ça. Parce que pour moi, la démocratie libérale, c'est la liberté d'informer, c'est la liberté de s'informer. Et oui, il y a des problèmes avec les réseaux sociaux, bien sûr, les discours de haine, le harcèlement, plein de choses, évidemment. Mais partir du principe que dès qu'il y a des émeutes ou dès qu'il y a un souci politique dans un pays, on va, par le gouvernement, faire la censure des réseaux sociaux, ça me pose un vrai grave problème parce que ça veut dire que le débat est tronqué. Ça veut dire que quand vous n'avez pas la liberté de parole dans le débat, vous n'êtes plus en démocratie. Alors, très bien. Assumons que nous ne sommes plus en démocratie. Mais dans ce cas-là, on arrête de faire des faux débats, de dire que c'est formidable, que c'est pour la sécurité des Français. Non, c'est un régime illibéral que Emmanuel Macron installe depuis quelques mois maintenant, et tout ça s'accélère. Et c'est pas anodin. Et c'est pas quelque chose qu'on doit traiter avec le sourire ou en disant mais oui, l'Inde c'est un très grand pays, c'est formidable. Non, c'est pas normal. C'est pas à l'Inde ou au Kazakhstan qu'on doit comparer la France. Je suis désolé, et c'est pas à la hauteur de ce que doit être notre démocratie. Donc là, vraiment, je suis scandalisé. Je pense que beaucoup de Français se rendent pas compte en fait. Les oppositions sont assez molles là-dessus finalement, en disant oui après tout les réseaux sociaux, bon pourquoi pas. C'est proprement scandaleux et c'est simplement l'avènement d'un nouveau régime, c'est tout. Et il faut Michel. Alors, les mêmes grandes phrases étaient prononcées dans la crise Covid et je pense pas que ça aide, c'est la suite logique. Je pense pas qu'on mais Alexis, je suis très content que vous défendiez la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est très très bien. Moi ce que je vois c'est que je ne vais pas en faire la publicité, mais je peux pas m'empêcher de le citer. Ce qui, moi, me choque profondément, c'est que depuis qu'une semaine, l'exécutif nous dit alerte sur les réseaux sociaux, etc., vous avez sur Telegram 2 groupes. Vous tapez Mortier sur Telegram. Vous tombez sur des groupes où vous avez 12 000 abonnés qui, tous les jours, publient des offres de vente de mortier pour continuer à mettre le feu dans nos quartiers. Et ça, le gouvernement n'est pas capable de... Nous sommes nombreux d'ailleurs à avoir alerté parce que c'est quand même extrêmement choquant. En libre accès, vous avez des ventes en plus avec des images et des vidéos de ce qui s'est passé dans les banlieues il y a une semaine. Donc clairement, il y a une mise en relation directe entre la vente de mortiers et les émeutes qui ont été occasionnées. Et le gouvernement n'est pas capable de faire supprimer ces groupes qui sont des véritables vecteurs de violence à venir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et ils nous font des grands discours médiatiques. Donc c'est ça que moi je reproche, c'est l'excès de vocifération médiatique, alors que par derrière, le travail n'est pas fait pour justement couper les possibilités d'accès par ceux qui veulent mettre de la violence dans nos sociétés via les réseaux sociaux. Donc ça, je trouve ça totalement hypocrite. Et puis en plus, l'expérience nous montre que malheureusement, c'est devenu les plateformes ont clairement pris le pouvoir, et qu'il est devenu de plus en plus difficile de lutter contre les excès, les discours de haine, de racisme, de discrimination qui fleurissent sur les réseaux sociaux depuis des années. On m'envoie à l'instant sur Telegram, donc shop ouvert, clique sur le hashtag et recherche si tu veux. iPhone, armes, mortier, n'hésitez pas à nous contacter, on a beaucoup de stocks volés à écouler, on peut pas tout mettre ici. Lacrymo, 280 € les 30 litres crépitants, etc., pour les gros arrangements en privé, pour les revendeurs, taser et matraque, enfin gazeuse 100 millilitres à dispo. Il y a aussi un problème quand même avec les réseaux sociaux. Je vois une auditrice qui me dit vous devriez avoir peur, Valérie, bientôt vous allez être obligé de penser comme le gouvernement, il y aura plus de contradictions affolant cette censure. Est-ce qu'on peut être aussi un peu dans la nuance sur ces sujets-là? Dans le groupe, dans ce groupe Telegram dont vous décrivez les détails de l'offre que je voulais dénoncer, il y a 12 393 membres. C'est-à-dire que vous avez 12 393 personnes qui vont potentiellement faire leur marché pour acheter des mortiers. C'est vraiment extrêmement grave. Et ça fait... pas que des mortiers. Là, on vous propose des tasers, on vous propose beaucoup de choses, effectivement. Le mot-clé d'entrée, c'est mortier. Oui. Pascal Bataille sur cette possible coupure, vous direz censure, Alexis Poulain, des réseaux en cas de danger. Pascal ? Non, je vous entends pas. Allez-y. Ouais, allez-y, on vous entend. Oui, j'avais un problème de micro, désolé. Ouais. Je suis à 1000% d'accord avec ce que dit Alexis sur le fait que ce n'est sûrement pas en faisant la censure. Et Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir en 2017, n'a cessé de réduire
le champ de nos libertés individuelles par plein de moyens plus ou moins insidieux. Mais lesquels quelles sont vos libertés, Pascal, qui ont été... non, mais dites-moi, quelles sont les libertés qui ont été aujourd'hui, en quoi vos libertés ne sont plus... ont été réduites, concrètement? Il y a eu pendant la période Covid des tas de non, mais aujourd'hui, quelles sont les libertés qui n'existent plus? Par exemple, quand je vois l'autorisation de l'utilisation des caméras de surveillance utilisant l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, pardonnez-moi, pour moi, c'est une réduction importante c'est une atteinte à ma liberté individuelle. Quand je vois ce qui a été accepté hier sur la possibilité d'utiliser les téléphones ou les ordinateurs portables pour localiser, surveiller certains individus, c'est une réduction c'est une atteinte aux libertés individuelles. Et au-delà de ça, pour revenir sur le débat, et pas rester juste dans la polémique anti-Macron. Le sujet n'est pas d'interdire les réseaux sociaux, bien au contraire, ça serait totalement contre-productif. Quand Michel parle, et c'est dommage, heureusement, les auditeurs de Sud Radio, à mon avis, ne sont pas des acheteurs potentiels de mortiers, mais c'est dommage qu'il ait cité le nom de ce groupe. Quand il parle de ce groupe, pardonnez-moi, mais la loi interdit, la loi permet d'interdire et de couper ces groupes-là sur certains réseaux sociaux. Ça existe aussi, soyons pas non plus angéliques. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le dark web depuis des années, sur lesquels les forces de police investiguent et font des actions pour essayer d'interdire certaines choses, parce sur le dark web, on trouve aussi bien de la drogue, des kalachnikovs, etc. Bon, moi, je ne sais pas y aller, mais je connais des gens qui savent faire, et apparemment, c'est très facile. Donc, le problème n'est pas d'interdire les réseaux sociaux, le problème est d'agir ponctuellement sur des choses qui sont illégales, et ça, je pense que le gouvernement a les moyens législatifs de le faire, et au contraire d'utiliser les réseaux sociaux au maximum, et c'est là aussi un échec profond de l'État depuis des années, de l'éducation nationale. Au lieu de condamner les réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser. Les jeunes aujourd'hui ne se nourrissent que de ça. Ben, c'est comme ça, et c'est par ce moyen qu'il faut aller leur parler, qu'il faut aller leur faire passer des messages, qu'il faut leur passer de l'éducation, qu'il faut leur apprendre même peut-être l'histoire, la géographie, etc. via les réseaux sociaux. Donc ne supprimons surtout pas les réseaux sociaux pour ne mettre un couvercle sur une marmite qui de toute façon ne menace que d'exploser. C'est pas en interdisant, c'est jamais en interdisant qu'on fait progresser. Une précision quand même, parce que qui est importante. Je n'ai pas du tout donné le nom du groupe. J'ai cité la plateforme Telegram que tout le monde connaît, et qui, comme le ministre de la Justice, a cité Snapchat et les réseaux sociaux. Donc, je parlais de la plateforme Telegram. Je n'ai pas donné le nom du groupe, mais malheureusement, il est très facile à trouver. Oui, il y a eu un sujet hier dans le 20h. Donc, ça n'est pas liberticide. Ça n'est pas liberticide que de faire interdire un groupe dans lequel vous avez 500 personnes qui vantent en libre service des armes par destination sur le motif même de vidéos qui montrent les violences de la semaine dernière. Ça n'est pas liberticide, c'est juste une question de protection. Alexis, une auditrice me dit la liberté s'arrête quand elle commence à empiéter sur celle d'autrui. Non mais d'accord, mais non, les lois existent en fait, c'est là où je m'inquiète, c'est-à-dire que les lois existent, elles sont bien faites, et la Direction Générale de la Sécurité Intérieure travaille avec d'autres instances justement, et ils ont certains outils. Quand on parle de couper les réseaux sociaux lors de crise, c'est tout à fait autre chose, et c'est ça, je dénonce le fait d'avoir dans la tête de gens qui sont censés être les garants des institutions la volonté de changer de régime et de passer à tout à fait autre chose, et ça c'est grave, et c'est ça où l'alerte doit être vraiment lancée, parce que derrière c'est autre chose, c'est pas couper un groupe Telegram qui vend des armes, etc. Ça, la DGSE et d'autres sont déjà sur le coup. Là, on est dans autre chose. Et c'est ça qui est grave. Voilà. Merci à tous les quatre. On n'a pas eu le temps de parler des petits prospectus de Monsieur Dupond-Moretti, mais on aura l'occasion d'y revenir, je pense, demain. Très bonne journée. Quand Internet sera coupé, on reviendra au tract. Allez, on se retrouve, nous, dans un instant pour l'émission Média. À tout de suite.